Bonjour à tous, nous allons commencer donc la troisième conférence de ce matin qui est sur le lait cru. Alors du coup la question c'est est-ce que c'est cuit pour le lait cru? En fait c'est un peu ça. Alors je pense pas, donc on va commencer avec Arnaud Sperazza. Vous avez créé, enfin vous, pas tout seul mais vous allez nous expliquer ça, la fondation Lait Cru qui est née au mois de juin. Alors qui est dans cette fondation et pourquoi elle a été créée? Alors pourquoi elle a été créée? Parce que le lait cru est tout à fait apprécié par les consommateurs. Il y a même actuellement un regain d'intérêt pour ces produits-là. Mais en même temps, sur le temps long, tout ce patrimoine a des difficultés et a des difficultés quant à sa pérennité. Il y a trois facteurs principaux, il y a trois piliers de ce patrimoine qui sont un petit peu ébréchés. Il y a un problème de ressources humaines. On a beaucoup de difficultés à trouver des acteurs, des fromagers dans les fromageries. Il y a de moins en moins de fermes. Il y a beaucoup de fermes qui ferment, justement, parce qu'il y a de multiples raisons. Le manque d'attractivité de cet élevage laitier, le fait que c'est des conditions de vie difficiles. Et puis que toute une nouvelle génération ne veut pas travailler comme l'a fait les générations précédentes, tous les jours de 5 h du matin et même plus tôt à 11 h le soir. Bon, donc il y a des problématiques d'approvisionnement à long terme. Alors pour l'instant, le fait que les rendements progressent des animaux, que les exploitations grandissent, permet de compenser en volume. On continue de progresser en volume, mais les statisticiens pensent qu'on est arrivé vraiment à la limite et que bientôt la courbe laitière française risque de redescendre parce qu'il y a environ 6000 fermiers qui transforment par exemple du fromage fermier au lait cru, et on pense que l'Institut d'élevage nous explique qu'on va bientôt arriver à 4000. Alors, assez rapidement. Donc voilà, donc il y a un problème de ressources humaines important. Ensuite, il y a un problème sur la matière première. Quand on parle le lait cru, ça représente environ 10-12% de la production fromagère en France. C'est relativement stable depuis une dizaine d'années. Mais ce lait cru, il a des acceptations très différentes, des réalités très très différentes. Et ces laits crus, globalement, sont devenus très très pauvres. C'est lié aux pratiques sanitaires, des pratiques drastiques qui ont fait que ces laits crus sont pratiquement pour un lait cru sur deux et pratiquement au niveau de lait pasteurisé en termes de richesse. Oui, parce qu'en fait, on exige qu'il n'y ait aucune bactérie, en fait. Alors, c'est Ouais. surtout au niveau des pratiques de traite. On aseptise beaucoup, on fait en sorte que les mauvais microbes ne puissent pas contaminer ces laits crus, mais on ne fait pas de distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc, on enlève tout, et donc on arrive à des laits qui ont très peu de richesse microbienne. Et cette richesse microbienne, quand elle n'est pas là, on a des produits qui sont un petit peu moins, qui reflètent un petit peu moins leur terroir, qui sont un petit peu moins identitaires, et qui perdent un petit peu en complexité, en richesse. Et voilà, il y a beaucoup de produits qui se ressemblent dans cette catégorie lait cru. Et donc là, c'est un axe de travail important. Et enfin, il y a un troisième axe qui est l'axe médical, sanitaire. Il y a 2 ans, les autorités sanitaires ont interdit les fromages au lait cru dans les cantines scolaires pour les moins de 5 ans, donc avec ce statut de produit à risque. C'est un statut qui nous semble très très exagéré. Et puis qui est anxiogène en plus. Et surtout, les médecins nous expliquent, la communauté scientifique travaille beaucoup sur ces sujets-là depuis 10 ans, nous explique que le fait de manger de plus en plus pauvre, d'être de moins en moins en contact avec le monde environnement, avec les microbes, et on a tous des masques sur la tête, hein, on est en plein dans cette crise actuelle. Donc le fait de manger de plus en plus pauvre a un retentissement important sur nos microbiotes, le microbiote intestinal, qu'il s'appauvrit. Et le microbiote intestinal, c'est là où se bâtit en grande partie notre immunité. Donc plus on mange moins fermenté, moins microbien, plus sur le long terme, on se fragilise. Et donc, depuis une vingtaine d'années, on voit l'éclosion, c'est plus que l'éclosion, c'est l'explosion des maladies dites de la modernité, le diabète, la sclérose en plaques, l'autisme, les allergies, les maladies auto-immunes. Et toutes ces maladies-là sont liées à la transformation, sont liées en grande partie à la transformation de nos modes de consommation alimentaire. On mange de plus en plus d'aliments ultra transformés, avec des composés pour lesquels l'organisme n'était pas prêt à digérer, à métaboliser. Et puis surtout, on mange de moins en moins microbien. Et donc, on est de moins en moins au contact
de tout notre environnement, et donc on est de plus en plus fragile. Donc les médecins, et c'est là vraiment les blouses blanches qui nous disent ça maintenant, attention, on va trop loin dans cette aseptisation, et donc il faut remettre dans nos assiettes voilà, cette richesse microbienne. Alors bien sûr, en faisant et là c'est des problèmes de pratique professionnelle, en faisant en sorte qu'on n'introduise pas des pathogènes, et là c'est un enjeu bien sûr important. Voilà, donc ces trois facteurs-là font que cette filière des fromages au lait cru, elle a besoin d'être défendue. C'est un patrimoine magnifique qui apporte beaucoup de bonheur aux consommateurs, mais ce patrimoine il est très très fragile. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cette fondation, en associant l'ensemble des composantes de cette filière. Toutes les institutions importantes de la profession sont là, la FNEC bien sûr, le CNAOL, les fromagers de France, Slow Food fait partie également de cette fondation, des fromagers de terrain, des chercheurs, des médecins. Donc on essaye de regrouper un petit peu toutes les forces qui peuvent contribuer à la pérennité, on parle bien de pérennité, de cette filière. Alors vous parliez tout à l'heure des producteurs fermiers. On fait aussi du lait cru dans une coopérative. On peut le faire de façon industrielle, on va dire, entre guillemets. Et vous, c'est le cas au sein de CLS, donc vous êtes le PDG. Ça représente, je crois, une énorme part de votre production, le lait cru. Oui, bonjour. Alors, au sein de la coopérative laitière de la Sève, donc nous sommes une coopérative centenaire qui a été créée il y a 130 ans. Nous avons deux productions, une production de beurre et une production de fromage de chèvre. Le beurre échiré, le fromage de chèvre à marque Sèvres et Belle. Au niveau de la production de lait de chèvre, 90% de notre production, donc c'est une quinzaine de millions de litres de lait collectés par an, se fait sur des fromages de chèvre au lait cru. C'est nos fondamentaux, les fondamentaux de nos producteurs de lait qui, tous les jours, essayent de produire un lait exempt de steak, exempt de listeria, d'Escherichia coli, etc. Donc on organise voilà, une collecte la plus propre possible avec énormément de contrôle. J'ai ramené ce matin tout ce que nous réalisions en termes d'analyse. Et donc sur la ProLait, c'est tout simplement énorme. Et à la production donc de la livraison de notre lait à la laiterie jusqu'à la libération des lots, on réalise pas moins de 11 analyses distinctes de façon systématique pour avoir un lait le plus propre possible, mais un fromage de chèvre exempt de tout ce qui pourrait mettre à risque avec des contraintes sanitaires qui sont de plus en plus contraignantes. C'est pas très très beau, mais on a des contraintes permanentes et qui vont croissantes pour le marché français, mais également à l'international. Voilà, donc nous, notre marché, c'est principalement en fromage, la grande distribution. On est en rayon coupe et au rayon frais emballé. On vend également dans les réseaux traditionnels. Mais voilà, ce qu'on peut constater, c'est quand même assez étonnant, c'est qu'on a une clientèle des consommateurs qui recherchent de plus en plus des produits de qualité, des produits différents, des produits traditionnels, qu'ils soient fermiers ou issus de laiterie. Mais voilà, nous, on est une petite laiterie, on regroupe à peu près 120 fermes et 170 salariés, donc on est indépendant. C'est une coopérative, hein, donc je ne suis pas PDG, mais directeur général. J'ai un président, c'est lui le patron. Mais en tout cas, c'est notre cœur de métier. Et ce qui est certain, c'est que sans lait cru, nous ne pourrions pas survivre dans un monde qui est devenu très industriel. Voilà, notre cœur de métier, c'est les fromages de chèvre au lait cru, c'est les produits haut de gamme. Nous, on croit à la montée en gamme. Donc, on continue d'investir sur des produits qui, alors même si on a une laiterie et qu'on peut la comparer à un outil industriel, tous nos fromages sont moulés à la louche à la main. Donc il y a la qualité du lait, mais deux, il y a le savoir-faire de nos fromagers qui est un savoir-faire traditionnel. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est plus compliqué à réaliser du fromage au lait cru par rapport à un fromage au lait pasteurisé? Est-ce que c'est plus difficile à vendre aussi? Alors, plus difficile à produire sans aucun doute, parce que rien qu'au niveau de la qualité du lait, seule une partie de notre lait, puisque les contrôles font qu'on a ce qu'on appelle le bon lait qui va être transformé en fromage de chèvre au lait cru, et puis le moins bon lait, et il reste excellent, mais que l'on classe dans du sanitaire,
Et donc ce lait sanitaire est trié à l'arrivée à la laiterie. Donc en fait, on a différents tanks à l'arrivée à la laiterie. Nos laits sont systématiquement analysés dans les différentes étapes de fabrication, mais également à la collecte. Et donc à l'arrivée à la laiterie, on a, pour simplifier, 2 tanks. Un tank pour le bon lait qui va être transformé en fromage de chèvre au lait cru, et puis un autre tank qui va être destiné à la production des fromages de chèvre pasteurisés. Et voilà, puis j'en profite, on lance un lait UHT de chèvre entier début janvier. Donc ça, c'est pour la partie après-lait, pour la partie transformation. On le sait bien aujourd'hui, recruter des gens dans l'industrie agroalimentaire et notamment en production, c'est compliqué. On a à peu près 125 personnes dans notre fromagerie qui, tous les jours, font du caillage, du moulage et tous les soins apportés au fromage, ainsi que l'emballage manuel. Donc tout est manuel. On défend cette idée de la valorisation de l'humain, du travail de l'humain. C'est important. Pour la vente, en fait, ce qui est compliqué au niveau de la vente, c'est que le lait, il y a une courbe de collecte qui est forte en lait de chèvre. Donc avec des variations qui passent de 1 à 2 ou de quasiment, peut-être pas 1 à 3, mais en tout cas on n'en est pas loin. Et donc la chance que nous avons, c'est que nous sommes fabricants de fromage de chèvre affinés, que la consommation suit la courbe de collecte, ça c'est une vraie chance. On suit la courbe de collecte, mais par contre, en été, on manque de lait. Pourquoi ? Parce qu'on a des steaks, parce qu'on a des laits qui sont moins bons, alors que c'est directement lié au climat. On a eu la chance cette année d'avoir un été relativement froid et pluvieux, ce qui fait que le lait, la proportion de bon lait a été supérieure à ce qu'on attendait, et donc on a pu répondre davantage à la demande. Mais voilà. Et puis le consommateur aujourd'hui, il recherche de plus en plus alors des fromages de chèvre, des fromages de vache, des fromages de brebis, au lait cru, traditionnel. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe. Aujourd'hui, les petites laiteries qui se font racheter par des grands groupes aujourd'hui continuent de produire des fromages au lait cru, y compris pour le chèvre. Les grands groupes rachètent les petites laiteries puisque la demande des consommateurs se fait sur des produits traditionnels, valorisés, qualitatifs, pour plein de raisons. Malheureusement, nos coûts de production font qu'on n'est pas en mesure d'être compétitif par rapport aux gros faiseurs, mais le consommateur qui recherche des bons produits est prêt à payer un petit peu moins pour son smartphone et à payer un petit peu plus pour ce qu'il a dans l'assiette. Jean-Philippe, vous êtes producteur de chèvre en Bourgogne, vous êtes aussi le vice-président de la FNEC. Monsieur Ribardière évoquait 11 contrôles. Vous avez les mêmes choses sur votre exploitation. Vous faites des produits au lait cru aussi. Vous m'écoutez ? Voilà, c'est bon. Donc Jean-Philippe Bonnefoy, je suis installé avec mon épouse dans le sud de la Bourgogne. Donc oui, nos fromages sont tous au lait cru. Et sur une ferme, peut-être pour un peu remettre un petit peu le contexte, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe chez nous. C'est le cas de tous les 6000 fermiers qui transforment du fromage sur leur ferme en France. On se lève tous les matins, on fait notre traite. Et on fait ça l'après-midi. Notre lait, il va dans une cuve et on transforme chaque jour notre lait. Et il faut bien comprendre que la base du lait cru, ça existe depuis des millénaires. On part de l'écosystème de notre ferme. L'écosystème, donc il y a les animaux, il y a le pâturage, il y a tout un microbisme. C'est quelque chose qu'on découvre en ce moment, qu'on commence à comprendre de mieux en mieux. Et il y a une partie justement de cette flore qui va dans notre lait. Alors puis en fonction, le lait cru, vraiment la grande importance du lait cru, c'est que c'est quelque chose qui est vivant et qui varie tous les jours. Alors, je m'écarte un petit peu de votre première question là, du lait cru, mais c'est important de comprendre ce que c'est qu'un lait cru. C'est quelque chose qui varie tout le temps et quelque chose qui est vivant. Alors du coup, ça va engendrer tout l'intérêt de ces fromages-là, comme c'est quelque chose de vivant, qui n'est pas standard. On va avoir des goûts qui sont différents entre mes fromages à moi, celui de monsieur, de mes voisins. C'est un fromage qui varie tout au long de l'année. Et du coup, en termes de diversité de goût, mais c'est formidable. Enfin, le plateau de fromage de France, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et si on va... Et chaque pays, chaque endroit du monde, on peut avoir une variabilité qui est énorme.
Et c'est notre force. Et aujourd'hui, des contrôles sur les fermes, on en fait, on a des autocontrôles. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, on transforme notre lait tous les jours, toujours c'est le lait d'un même troupeau. Alors ça, c'est notre force, parce que la fréquence des contrôles, elle sera différente, elle sera moins fréquente que pour une laiterie. Par contre, les volumes sont beaucoup moindres. Je vous ai dit tout à l'heure, on transforme notre lait tout de suite après la traite. Si la flore, si notre écosystème il est perturbé pour des raisons quelconques, un problème d'alimentation, si nos animaux arrivent à la traite, par exemple, un peu souillés, si la litière, le paillage il est mal fait, ou des choses comme ça, les conséquences, elles sont directes chez un fermier. Parce que les mauvaises pratiques, ça va induire des problèmes de fabrication. Du coup, ça nous force à vraiment être très vigilants. Une laiterie va voir les choses différemment. C'est le lien entre le laitier, le fromager et le producteur de lait qui doit être très, très sain et que les retours doivent être en permanence. Donc, des contrôles, on en a, on fait des analyses bactériaux, il faut rassurer les consommateurs, la fréquence est moindre, mais comme notre flore, elle reste quand même relativement stable tout au long de l'année. Donc l'image qu'on a à des points différents, c'est quand même une très bonne image. Et globalement, depuis le temps qu'on fait des autocontrôles en fermier, si vraiment c'était un problème le fromage fermier, je pense que plus personne en ferait. Il y a une chose qu'il faut beaucoup insister aussi, c'est qu'un fermier, il y a beaucoup de choses d'observation. On travaille avec du vivant. Mais les fromagers qui travaillent dans les laiteries, c'est pareil. Les fromagers qui vont travailler dans une crèmerie, c'est pareil. On travaille du vivant, donc on est beaucoup dans l'observation. Et nos 5 sens, la vue, l'odorat, le goût, mais c'est des autocontrôles, ça. C'est super important. Et il y a tellement de paramètres qui interviennent, ça nous oblige. Il y a beaucoup des travaux manuels, mon collègue vient de le dire, il y a plein d'étapes qui se font à la main, mais ça se fait avec la tête aussi. Comme on travaille quelque chose de vivant, on fait un travail manuel, mais ça doit être un travail intelligent. Bêtement, un fromage avec sa louche, non, ça ne doit pas marcher comme ça. Nous, on a Geneviève et Elodie, des salariés qui travaillent avec nous. Il y a toujours un travail de formation et de surveillance en permanence. On demande tous les jours comment ça se passe. Faut tout le temps surveiller. Donc ça, c'est pas un autocontrôle qui va être avec Normal Snor et tout, mais c'est la base et ce qui permet de... C'est super important. Et bon, chez nous, ce qui est le plus important, c'est l'acidification. Si on a un cahier qui est bien acidifié, c'est notre meilleure protection. Alors des autocontrôles, on en fait. Ils se font à quelle étape d'ailleurs avant transformation et après? Alors il y a les deux, il y a des contrôles sur matière première et puis il y a des contrôles sur produits finis. Donc il y a les deux, il faut vraiment rassurer les consommateurs sur ce point-là. Mais la force de notre petite structure, c'est surtout le niveau de responsabilité. Parce que mon collègue vous a dit, si jamais il a encore une roue de secours, si jamais il estime qu'il y a un lait qui peut pasteuriser, qui a un risque même, il peut dévier, aller sur une pasteurisation. Quoi qu'il va faire un maximum pour mettre un maximum au lait cru, c'est son job et il travaille tout le temps dans ce sens-là. En fermier, on n'a pas le droit, sinon on jette. Donc ça implique un niveau de responsabilité et de vigilance qui est encore plus accru, parce que jeter du lait, aujourd'hui, les fermes fermières, depuis 1995, il y a eu les agréments, les normes évoluent en permanence, on se prend le paquet hygiène, enfin, il y a tout un tas de normes qui arrivent, on a tous fait des investissements, on a tous des compétences qui ont évolué, et qui fait qu'on a un travail qui est bien et qui est reconnu. Après, il va falloir être vigilant. Le risque zéro, il n'existe pas. Oui, certes. Mais on arrive au bout d'un système. Arnaud, on en parlait tout à l'heure. On a les maladies de la modernité. Mais ça va être un problème énorme. Je suis allé, j'écoutais une pub pour une fondation, pas le lait cru, mais une fondation sur les maladies pulmonaires. On parle de Covid, mais les problèmes des allergies. J'ai vu un truc hallucinant. Une personne sur 2 mondiale en 2050 va avoir un problème d'allergie. Oui, on nous dit que le fromage au lait cru,
ça va apporter de la diversité dans le microbiote des jeunes enfants, justement, qui va permettre de limiter, de diviser par 2 les problèmes d'allergie. Mais combien il y a d'asthmatiques en France? Combien il y a de décès à cause de ça? Donc on voit bien que d'un côté, on a des bénéfices qui sont importants. Et si on continue dans cette lancée de l'hygiénisme à tout va, on va dans le mur. On aura des gros problèmes de santé publique. Donc il y a un équilibre à trouver entre la surveillance, et qui est importante, et franchement, au lait cru, je pense qu'il n'y a aucune filière alimentaire qui a un niveau de surveillance pareil. Enfin, je ne sais pas, le monsieur nous a parlé de 11 litres, mais le coût, il est Voilà, énorme. J'imagine que vous avez un coût qui est Ben vraiment oui, il y a un important. coût qui est énorme, mais toute la filière lait cru a un coût de gestion sanitaire qui est énorme. Le niveau de surveillance, il est... on a appris à travailler avec du vivant et d'apporter un produit qui franchement, qui est super. Et de l'autre côté, il y a ces gains pour la santé qu'il faut vraiment qu'on remette en avant. Et alors moi, j'aime bien prendre une image qui va peut-être parler à plus de monde. Nous, on a des prairies. Et alors, il y a 2 façons de faire. Nos prairies, elles poussent toutes seules. On met nos chèvres, nos vaches sur nos prairies. Et si on plante une graine de chien-dent ou une mauvaise herbe, elle ne va pas pousser. Alors j'aime bien prendre cette image-là. Un fromage au lait cru, il y a une base vivante qui est dedans, qui occupe la place. Et quand il y a un pathogène qui arrive, il aura quand même beaucoup plus de mal à s'imposer. Et je vais quand même dire à la fin, qui dit lait pasteurisé, parce que à force de mettre une contrainte qui est trop forte aux éleveurs qui font du lait cru, de tout basculer en pasteurisé, ça ne va pas éliminer les problèmes. Et surtout, ça n'a aucun sens pour un producteur fermier. Et alors vous, malgré toutes ces contraintes, le surcoût que ça représente, vous continuez à faire du lait cru. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est le fait d'avoir un produit qui vous paraît plus dans le respect du patrimoine? Ben, c'est tout ça. C'est vrai que pendant de nombreuses années, on a mis en avant l'aspect gustatif, l'aspect traditionnel. Mais aujourd'hui, enfin là, Arnaud, le but de la fondation, il est vraiment d'être là-dessus, de se faire accompagner de personnel médical, d'experts, de scientifiques, qui vont nous montrer à quel point c'est important de vivre avec le vivant. On est des hommes, on fait partie de la nature et on apprend à vivre avec. Et de croire qu'on peut vivre comme des extraterrestres sur Mars, on arrive et on fait table rase de tout ce qui existe. Non, ça ne marche plus. Et on voit que c'est une impasse. Alors c'est peut-être... quand on est éleveur ou agriculteur, on a conscience de ça. C'est fini le temps où on peut faire table rase et de ne pas vivre avec le vivant. Parce qu'il y a la nature, elle a une capacité à pouvoir se développer. Et de croire que les pathogènes, avec la pasteurisation, elle ne va pas trouver de solution pour se développer, c'est un leurre à mon avis. Et travailler avec le vivant, c'est beaucoup plus intelligent, mais c'est plus compliqué. Et ça apporte une valeur ajoutée sur le point gustatif, ça apporte une valeur ajoutée aussi au niveau sanitaire. Et je pense qu'à terme, de plus en plus de scientifiques commencent à tirer des sonnettes d'alarme. Il va falloir revenir à quelque chose de plus équilibré. De la surveillance, c'est très bien, il faut qu'on apprenne à gérer ça, mais aussi il ne faut pas aller vers l'hygiénisme. C'est un équilibre à trouver. Arnaud? Juste un petit complément à ce que dit Jean-Philippe. On parle beaucoup de pathogènes là, mais il y a très peu de problèmes de santé avec les fromages. Le risque zéro, il l'a dit, n'existe pas. Hein. Et dans tous les produits agroalimentaires, quand on regarde un petit peu les alertes épidémiologiques qui sont liées à la consommation de produits en matière générale, les fromages, c'est 3%, c'est très peu. C'est infiniment moins que les produits carnés, que les poissons, que les végétaux. Donc voilà, donc il y a une hyper-focalisation sur ces produits laitiers, sur le fromage, sur le lait qui est blanc, qui est le lait qu'on donne à l'enfant. Donc je pense qu'au niveau symbolique, il y a un peu plus de résonance que lorsqu'on parle d'autres produits qui n'ont pas la même charge émotionnelle. Mais il n'y a pas... Grâce à tout le travail, et les producteurs viennent d'expliquer le nombre important de contrôles qu'ils peuvent effectuer tout à fait régulièrement, c'est plus facile effectivement de travailler dans des structures pasteurisées, c'est plus rentable. Donc tout ce travail, tout ce qui fait la richesse de ce patrimoine, c'est vraiment beaucoup de conviction.
Et donc, je pense que c'est super important de prendre conscience de ça et de continuer à le faire perpétuer. Et alors le travail que va effectuer, puisqu'elle est juste née, la Fondation, c'est justement de faire de la communication à la fois vers le grand public et de faire peut-être un peu une sorte de lobbying pour éviter comme vous le disiez, qu'on interdise le lait cru dans les écoles pour les enfants de moins de 5 ans. Alors, simplement, sans parler de lobbying, c'est bien d'expliquer, tout ce qu'on est en train de raconter, c'est de l'expliquer au consommateur. Le consommateur, ensuite, il choisit en connaissance de cause. Alors, on sait très bien que les femmes enceintes doivent être plus précautionneuses à certaines périodes de leur grossesse. On sait que les gens très immunodéprimés doivent faire également attention. Mais chacun doit être... C'est peut-être pas forcément aux autorités de décider ce qu'on doit accepter ou pas dans notre assiette. Donc, il y a tout un travail d'éducation et notamment toutes ces données, tout ce que nous apprennent les médecins sur l'importance de manger riche, de manger microbien. Il faut que les consommateurs également aient conscience de ça et pas le sentiment qu'au contraire, c'est en buvant ou en mangeant des produits hyper sanitarisés qui cèdent sur le long terme et qu'ils aident leurs enfants sur le long terme. Et le lait cru, c'est quand même une spécificité française ou il y a d'autres productions dans le monde qui en font aussi ? Alors, il y a des pays où c'est totalement interdit. Oui, et puis il y a des pays où beaucoup. c'est très, très important. Hein. Tous nos voisins travaillent beaucoup le lait cru. Il y a des fortes traditions dans les pays latins. L'Amérique du Sud travaille beaucoup le lait cru. Alors, c'est pas toujours autorisé, mais voilà. Dans le monde entier, le lait cru, c'est 10 000 ans d'histoire. Depuis 50, 60, 70 ans, on a changé un petit peu les modèles agricoles. Et donc maintenant, c'était 100% dans les années juste après-guerre, grosso modo. On est maintenant à 10%. Voilà. Et il faut bien faire... 10%, il ne faut pas descendre plus bas, quoi, parce que moins on va avoir d'acteurs, moins on va savoir préserver des savoir-faire et moins on va réussir à pérenniser cette filière. Guillaume Ribardière, justement, sur votre production, est-ce que le fait qu'il y ait un peu une mauvaise presse sur le lait cru, ça a un impact sur les producteurs qui vous livrent ou sur votre capacité à exporter ? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est une coopérative. Donc c'est une grosse ferme. Enfin, c'est 120 fermes, la moitié qui produisent du lait de chèvre. Aujourd'hui, si je voulais quitter l'entreprise, je proposerais à mes producteurs de faire du lait pasteurisé, de passer du cru au pasteurisé. Parce qu'en fait, le cru, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais que vous avez bien retranscrit. C'est la passion des gens qui veulent faire du bon, du beau et du traditionnel. Donc il y a la partie sanitaire, c'est sans aucun doute, il y a la partie traditionnelle, mais là, c'est un métier de passionné. Je pense qu'évidemment, quand on perd la passion, on peut aller faire du pasteurisé avec le seul objectif du gain immédiat. Quand on fait du cru, c'est très aléatoire, ça peut coûter cher. Nous, on jette des fromages. Quand les fromages ne sont pas conformes, on ne peut pas prendre de risques. On est certifié IFS, donc c'est pour la GMS, mais c'est comme ça. C'est différent dans d'autres systèmes. Ça n'empêche que chacun à son niveau a la plus grande vigilance. Voilà, donc ça c'était ma petite introduction. C'est un métier de passionné et nos producteurs, ils ne m'appartiennent pas, hein, producteurs de la COP, ils se battent pour le maintien de fromages au lait cru et de fromages qui offrent du sens et de la diversité. Ensuite, cette diversité, elle est recherchée par les consommateurs. Aujourd'hui, nous, on est présents donc, en RHD, donc en réseau traditionnel, mais surtout en GMS avec notre fromage, quasi uniquement sur le rayon traditionnel, parce que c'est un rayon qui est encore délaissé par les grands industriels qui font leur boulot. Les grands industriels, ils font une partie du boulot. Tout le monde n'est pas amené à consommer du lait cru. Et donc, on a cette chance-là, c'est d'avoir des rayons qui grandissent, et notamment le rayon frais emballé, puisque les consommateurs qui ne veulent pas faire la queue à la coupe, et notamment en temps de Covid, les rayons coupe sont fermés, aujourd'hui voient des rayons qui offrent une diversité de tout ce que l'on peut trouver de très bon, de plus en plus de fromages fermiers en grande distribution, également au rayon frais emballé, puisqu'aujourd'hui, la clientèle, elle veut du laitier, elle veut du fermier, elle veut du bon. Et nous, notre problème aujourd'hui, c'est pour répondre à la grande distribution, on doit rentrer dans un système qui est un système de mise en avant des produits. Donc on fait des prospectus, on fait des promotions. Sauf qu'un prospectus ou une promotion, ça coûte de l'argent. Mais quand ça a lieu au mauvais moment, nous, on ne choisit pas le moment où on a du bon lait. Voilà, on ne choisit pas le moment quand on a du bon lait.
Et des fois, on a de la chance, comme cet été, où on a plus de bons legs prévus, parce que les conditions météo. Et puis, donc voilà, donc on est en fait dans un... On a une pression folle des consommateurs pour acheter toujours de mieux en mieux. La grande distribution qui, quelle que soit l'enseigne aujourd'hui, a un besoin de rapprocher le produit local du consommateur local. Aujourd'hui, quand on est en Deux-Sèvres, quand on est en Poitou-Charentes, quand on est dans le centre-ouest, quand on est en Bourgogne, et qu'on est consommateur, on veut un produit local, que ce soit pour les fromages ou pour le reste. Et c'est vrai que cet appauvrissement de l'offre est assez compliqué. Nous, on n'ira pas en libre service, parce que libre service, c'est principalement du pasteurisé, mais libre service, c'est 90% des ventes de fromage en France. Voilà. Sans les crus, nous, notre coopérative, elle n'a plus lieu d'être. Donc le lait cru, c'est un combat. On continuera de le développer. On modernisera notre gamme. Et on est ravis de voir cette richesse de producteurs fermiers. Parce que je le dis, en fait, c'est un combat qu'on doit gagner ensemble. Les producteurs ne font pas forcément, les producteurs de lait ne font pas forcément complètement le même métier jusqu'au bout. Mais en tout cas, ils défendent les mêmes valeurs. Merci. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à venir interpeller nos 3 intervenants qui vont rester là dans les minutes qui suivent. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.